Alors bonjour à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Vincent Gade pour vous retrouver. Il est 11 heures précises. On va parler essentiellement de l'euro-dollar, bien sûr du dollar US, des paires en dollars, des indices boursiers, avec toujours ce choix à faire pour les stratégies swing à l'achat, les indices boursiers US, hein, forcément. En Europe, il n'y a pas grand-chose à attendre des marchés actions depuis le début du mois de mars, surtout avec cette remontée du taux de change euro-dollar qui freine les ardeurs des investisseurs pour se placer long sur les actions de la zone euro. Donc clairement, il faut changer de marché. Si vous êtes à la recherche de stratégie swing, il faut arrêter le CAC, le DAX, il faut aller sur les indices US. C'est là où il y a du directionnel. Après, pour l'intraday, bien sûr, c'est autre chose. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs que je vais vous parler du DO, l'US 30, qui lui est vraiment hyper directionnel. En termes de coût, d'ailleurs, c'est le plus intéressant des indices boursiers US. On va en parler assez largement. Les matières premières, vous venez d'y assister. Si vous avez des questions sur les paires croisées, les paires en yen, les paires mineures, eh bien, je vous invite à laisser traîner des questions dans le chat. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading depuis tout à l'heure. Si vous utilisez un effet de levier trop important, cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Non, moi je vais commencer par un ensemble d'arguments qui me permettent de croire dans la capacité de l'euro-dollar à d'une part remonter chercher les sommets récents, donc c'est 1,1343 et pas 1,1338. Tout à l'heure je disais 1,1338, mais c'est 1,1343. Je ne suis pas allé chercher la bonne mèche de marché, hein. C'était les sommets ici du 17 et du 18 mars. Donc un ensemble d'arguments qui me permet d'y croire, et puis je vais essayer de vous proposer une stratégie de trading. Alors vous connaissiez déjà notre stratégie de trading la semaine dernière et puis hier matin notamment, dès les premières émissions entre 1,1150 et 1,1170 où l'achat de l'euro-dollar était justifié par le money management puisque le stop financier le stop c'était 20-25 pips, c'était sous 1,1150, en l'état c'était 1,1149. Voilà. Puisque si le marché retombait à 1,50, c'était terminé. Il y avait cette superbe congestion euro-dollar en H4 entre MM20 et MM50 avec des prémices techniques haussières dès lundi. Dès lundi, c'était dans l'après-midi, vers 15h-16h, si mes souvenirs sont bons, heure de Paris, où le marché a commencé à accélérer, à dépasser MM20, taper MM50 et à s'installer dans cette congestion. Il y avait hier, avant la conférence de presse de Madame Yellen, un chandelier H4 intéressant, on l'avait étudié, il s'est construit entre 11h et 15h, heure de Paris, avec une remontée sur la MM50 et puis forcément derrière après le marché a accéléré. Donc on va passer en revue plusieurs arguments qui sont propres à l'analyse technique. Tout d'abord l'action des prix, l'approche prix momentum, les indicateurs de tendance. Je n'oublierai pas le volume d'échange réel. Vous avez à votre disposition, je vous rappelle, par défaut, hein, dans la liste des indicateurs, le volume d'échange réel, donc c'est exprimé en monnaie, hein, ici. Et ce n'est pas le volume de la globalité du FX, mais c'est l'ensemble des trades enregistrés chez FXCM, dont la taille critique sur le FX à travers le monde permet quand même d'avoir une vision d'ensemble du volume d'échange réel. Et enfin, je n'oublierai pas l'approche contrarienne des marchés financiers. J'ai à ma disposition les toutes dernières positions des traders particuliers chez FXM sur les dernières heures, 150 pips de hausse et donc une explosion des trades à la vente. Donc là aussi ça fait partie des éléments qui permettent d'y croire. Donc on va passer 5-6 minutes sur l'euro dollar. Pourquoi parce que c'est la paire majeure du FX et que quand ça bouge il faut en parler, surtout lorsque nous pensons qu'il y a du potentiel additionnel, à savoir la capacité de l'euro-dollar à dépasser les 1,1343, qui sont quand même un niveau c'est un niveau qui a bloqué les cours à deux reprises. Ici le 11 février et le 18 mars, à tel point que certains ont pu voir un double top, et là clairement le marché est en train au contraire de partir pour un scénario de dépassement de ces 1,1343 dollars. Donc tout d'abord l'action des prix. On va commencer par des arguments simples. D'ailleurs je vais retirer ces choses-là et on va les ajouter petit à petit. Tout d'abord la dynamique des prix. Depuis le 10 mars, mais pas seulement, on peut prendre un peu plus de recul, depuis le 3 décembre dernier, l'euro-dollar monte. Des impulsions, des ranges, des impulsions, des consos, des impulsions. On va se concentrer sur le mouvement récent, et notamment sur ce qui se passe depuis le 10 mars. Alors rappelez-vous, le 10 mars, c'était la Banque Centrale Européenne, les taux négatifs, la phase 4 du TLTRO, qui est donc cette enveloppe d'argent mise à disposition des banques. Elles reçoivent des liquidités et
En contrepartie, elle donne en collatéral à la Banque centrale des actifs qui sont dans leur bilan. Et la phase numéro 2 du programme de quantitative easing. Bref, une explosion du bilan de la Banque centrale européenne qui aurait dû se traduire par un effondrement de l'euro. Et au contraire, le 10 mars, l'euro prend 400 points. Donc déjà là, on se dit le 10 mars quand même, QE2, tout ce que je viens de dire, et 400 points de hausse pour l'euro, mais l'euro ne baissera plus. L'euro n'a plus envie de baisser, tout est pricé. Ok, donc ça c'était pour l'euro n'est plus baissier. Restait à étudier la question du dollar US. Le dollar US, rapidement, qui ne monte plus depuis le début de l'année, qui au contraire tend à baisser, notamment depuis le piège du mois de janvier, où il avait tenté de dépasser ses sommets du mois de l'année 2015. Depuis, il se replie, on en a parlé tout à l'heure, le risque maintenant pour le dollar US, c'est de briser ses plus bas du mois de mars, et donc de se replier sur l'US dollar index en direction des 11 634. Mais revenons à l'euro dollar. Les prix, donc, impulsion, range, impulsion, range, impulsion. Bon, là, si on étudie uniquement l'action des prix, c'est un cas d'école de tendance haussière. Deuxième chose, lorsqu'on différencie comme ça les phases d'impulsion des phases de range, c'est important de voir comment se comporte le volume d'échange, la participation des investisseurs en termes de capitaux. Dans les phases d'impulsion, vous avez des pics de volume qui sont significatifs, ici, le volume de la BCE, le volume de la Fed, et dans les phases de range, vous avez au contraire un assèchement du volume d'échange. Hier, nouvelle impulsion, le volume redémarre et dépasse d'ailleurs de peu celui de la réserve fédérale. Et depuis, donc, le volume se réveille. Ça aussi, si vous étudiez quelques ouvrages d'analyse technique, le fait de voir le volume se faire dans les phases de hausse et s'assécher dans les phases de range, c'est un facteur qui permet de défendre techniquement la tendance haussière. Ensuite, troisième approche, l'approche prix-momentum qui consiste à voir le marché donc progresser et à mesure que le marché progresse, l'angle de la progression se renforcer. Alors pour ça, vous avez les indicateurs de momentum. Moi, j'étudie essentiellement l'indicateur technique RSI et c'est toujours intéressant de voir se comporter le prix et le momentum du marché de la même façon. Le prix glissait, le momentum glissait. Il y a eu un pré-signal dès lundi d'ailleurs. En fait, lundi, il y a eu deux pré-signaux techniques haussiers. Le premier, le rebond sur 1,1150 et le dépassement de MM20 4 heures. Et enfin, la cassure du seuil des 50 par le RSI, avec hier un pullback parfait d'ailleurs. Vous voyez ici le RSI H4 qui a fait donc son pullback sur le seuil des 50 environ 2 à 3 heures avant le discours de Madame Yellen. Et depuis, les prix donc entrent dans une nouvelle impulsion, le momentum rebondir sur 50, entre dans une zone qui met largement en meilleure représentation les variations positives, puisque désormais sur les 14 fois dernières périodes de 4 heures, eh bien vous avez des variations positives qui représentent 83% des cas de figure, c'est donc énorme, et donc toujours ce volume d'échange là qui explose à chaque chandelier haussier et qui continue de rester conséquent. Donc là, on vient de voir les arguments techniques haussiers pour les prix. Sur la dispersion du volume entre les séquences d'impulsion et de range. Ensuite, l'approche prix-momentum. Reste à jeter un œil à deux indicateurs de tendance. Donc on va étudier la moyenne mobile à 20 heures, à 20 fois 4 heures, et la moyenne mobile à 50 périodes sur cet horizon de temps. Ici, la 20 heures. Donc qui a retrouvé sa pente haussière. Donc ça c'est intéressant, elle avait été franchie hier, elle a servi de support, elle est un peu maintenant éloignée du niveau actuel des cours, mais vu la force du mouvement, autant vous dire que j'envisage une cassure des 1,1343 bien avant que le marché revienne un jour tester ses MM4 heures. C'est pour cette raison qu'on va basculer en horaire pour envisager maintenant peut-être ce qui vous intéresse, soit le suivi des stratégies d'achat pour ceux qui se sont servis lorsqu'on était entre 1,1150 et 1,12 et qui ont pu tenir parce que ça a pris son temps. Et en final, pourquoi ça a pris son temps? Je pense que en grande partie le week-end de Pâques est responsable. Les salles de marché étaient vides, donc les décisions d'investissement n'étaient pas prises. Donc on va descendre en horaire. En horaire, bon bah c'est propre, vous avez les deux moyennes mobiles qui sont ascendantes, vous avez un alignement qui est classique des phases haussières, MM20 au-dessus des MM50. L'idée c'est quoi? On va se concentrer sur la MM 20 heures. C'est potentiellement l'indicateur de tendance sur lequel le marché peut effectuer un mouvement de retour. C'est là que ça m'intéressera. Maintenant, je reviens en données journalières.
vous avez donc ici le premier sommet qui s'était fait donc sur un 13,70, le second qui s'est fait sur un 13,43. Ce que j'envisage désormais, c'est une cassure de ces 1,1343 et une remontée donc bien en direction des sommets d'octobre 2015. C'est la prochaine cible, au fond c'est 1,15. C'est voilà, 1,15, c'est les sommets d'octobre 2015. J'apprécie aussi ce que fait le RSI Daily. Vous aviez presque en daily une divergence haussière cachée sur le RSI. C'était très marginal, mais les prix faisaient ici de nouveaux plus bas par rapport au cours de clôture du 10 et 11 mars, ce qui n'était pas le cas de l'indicateur technique qui est bien resté dans un range compris entre 50 et 70, mettant donc là aussi en meilleure représentation relative les variations haussières. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Clairement, on y est. C'est une bonne chose et on peut gérer son risque de la meilleure des façons. Donc je pense que si on est bien servi entre 1,1150 et 1,12, il ne faut pas prendre le risque de se faire sortir. J'envisage pas un euro-dollar rebasculer sous 1,1260, qui est donc le point haut du corps, du corps horaire d'accélération hier de Janet Yellen. Donc j'envisage pas une retombée du marché sous ces 1,1260. Maintenant, le premier support, le tout premier support, c'est 1,1303. 1,13, c'est un 13 dollars. Un 13 dollars, 1,1290. Alors, je pense que la zone de prix, 1,1290, 1,13, renforcée par MM 20 heures, donc la moyenne mobile simple à 20 périodes sur l'horizon de temps horaire, c'est le premier support qui potentiellement, pour des traders qui ne sont pas placés, qui envisageraient de se placer. Alors bien sûr, ce sont mes arguments. J'établis là ce que je pense. Ouais, voilà. Vous avez bien sûr votre esprit critique et on est là pour en discuter. Et je pense qu'on a là une première zone de support susceptible d'être intéressante. Qu'est-ce qui pourrait y ramener le marché? Eh bien, nous avons tout à l'heure les chiffres de l'enquête ADP. Alors qu'ils sont censés avoir une dimension précurseur par rapport aux chiffres officiels, le rapport NFP qui sera publié vendredi. Ça fait longtemps que les chiffres du marché du travail ne font plus monter le dollar américain parce qu'ils sont solides et eux aussi intégrés dans les cours. L'économie US a trouvé son rythme de croisière pour créer des emplois, le taux de chômage est faible et se maintient sous 5% de la population active. Au final, ces chiffres de l'emploi me font penser à toutes les mesures monétaires de la BCE qui ne font plus baisser l'euro. Mais ça peut créer de la volatilité au sein d'une séance. Et cette vol au sein d'une séance peut permettre de bien se placer. Donc, l'euro-dollar, entre 1,1280, 1,1290, 1,13, j'ai cette zone de 20 points, renforcée prochainement par MM 20 heures. C'est une zone d'attrait. C'est une zone d'attrait pour prendre appui, revenir chercher les sommets récents à 1,1343 dollars et c'est au-dessus de 1,1343 que ça devient intéressant. Tout d'abord, il y a forcément une gestion du risque d'un certain nombre de traders vendeurs qui se fait au-dessus de 1,1343. Donc mécaniquement, si on entre dans la zone, ça peut créer une impulsion du fait du déclenchement de ces ordres et derrière aller chercher les sommets d'octobre 2015 à 1,14, 1,1450 et 1,15. Alors, je vous montre ici les toutes dernières données de positionnement des traders particuliers. Vous allez vous concentrer sur cette zone sur laquelle je vais zoomer. Vous avez donc ici les positions short représentées par cette courbe en rouge et vous avez ici les 3 derniers chandeliers journaliers de l'euro-dollar. Je vous laisse mettre en rapport l'explosion des positions vendeuses avec ces 3 chandeliers positifs. Donc là, du point de vue de l'opinion contraire des marchés financiers, c'est donc un argument, un nouvel argument positif pour défendre donc davantage d'avancées sur le taux de change euro-dollar. Donc voilà en tout cas mon point de vue sur ce marché qui est de toute façon résolument haussier, il est vrai, déjà depuis à l'époque les 1,1220, le 22 mars où je m'étais fait sortir, et puis lundi. Et hier matin, j'ai décidé d'y revenir parce que le marché tenait bien cette zone des 1,1150, 1,1160 qui était en somme un retracement de l'avancée de la Réserve fédérale des États-Unis. Bref, surveillez MM20 horaire. Donc la moyenne mobile simple sur l'horizon de temps horaire, c'est celle qui me paraît la plus propre. Alors voilà pour... et finalement on a fait 15 minutes dessus, mais au final il y avait un certain nombre d'arguments.
Alors, je regarde maintenant les toutes premières questions sur le FX. Et ensuite, on va parler des indices boursiers. Alors Vincent, alors question de par fil, pourquoi la corrélation euro-dollar indice est stoppée? Alors non, en fait elle n'est pas stoppée. Il n'y a jamais eu une corrélation égale à -1. C'est-à-dire que quand l'euro-dollar prenait 1%, le CAC ne perdait pas 1%. Ça n'a jamais existé, ça n'a jamais existé. Par contre, le fait que l'euro-dollar remonte, ça freine l'avancée des indices boursiers européens et ça donne surtout un meilleur comportement relatif à Wall Street. C'est pour cette raison que depuis le début du mois de mars et la remontée de l'euro-dollar avec la Banque Centrale Européenne, pour les stratégies d'achat swing, oubliez les indices européens, ils ne servent à rien. Vous avez des indices boursiers US qui ont une belle construction technique, notamment l'US 30, et c'est donc par cet indice boursier que je vais commencer. Mais avant de vous parler de l'US 30, rapidement un mot sur les autres taux de change. Alors le NZD-USD, donc en effet amorce un breakout, bon, c'est du D1. Moi avant de m'emballer sur le NZD-USD, je vais attendre le chandelier D1. S'il y a une vraie cassure et le niveau à casser c'est 0,6870, il faut un grand corps positif à l'image de celui qu'on a eu hier. Et à ce moment-là, le niveau horizontal deviendra un point d'entrée intéressant sur pullback. Mais c'est vrai que ça une belle forme technique. Notamment, regardez le RSI D1, impulsion, range, potentiellement on en sort par le haut, donc ça fait même presque épaule tête épaule inversée sur le RSI D1, c'est propre. Si ça se confirme ce soir, ce que tend d'ailleurs à signaler le repli de la UDNZD, alors ce qui signifie que le NZD-USD profite plus du recul de l'USD que la UD-USD, qui était déjà aussi depuis un certain temps, qui a encore du potentiel, mais en termes de rapidité relative, c'est peut-être le NZD-USD, le kiwi dollar qui progressera plus. Mais bon, ça n'empêche pas que la UD-USD peut monter aussi. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt un taux de change à mettre en surveillance D1. Là, c'est bien parti pour. Il y a ce petit canal là qui explique d'ailleurs qu'on commence à refluer depuis 0,6965. Et voilà, si on a une cassure haussière, 0,6870 ce sera un bon point d'entrée. Et derrière, l'objectif, s'il y a une cassure, c'est d'aller chercher 0,7162 $. Voilà, hein, c'est les mèches basses de février 2015. Et à ce moment-là, ce serait un bel objectif. Donc, à surveiller, bien sûr. Le GBP USD. Ensuite, on va regarder les indices boursiers US. Le GBP, il est où? Il est là. Donc, bon, le GBP profite aussi de la baisse du dollar US. Mais moi, vous savez, la livre sterling, franchement, pour tout ce qui est directionnel, je la mets de côté, et ce, jusqu'au référendum. Parce que ça crée de la volatilité, et la vol, ça ne plaît pas aux stratégies directionnelles, surtout si l'on accompagne nos stratégies directionnelles avec des stop suiveurs. La volatilité réalisée, ça va souvent chercher les stops. Et surtout lorsqu'elle n'est pas maîtrisable comme ça sur le GBP, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez avoir une information qui crée des positions spéculatives, donc c'est compliqué. Après, le GBP USD, forcément, on a tous en tête une structure de creux en épaule, tête-épaule inversée. Je dis pourquoi pas. Après, il faudrait réellement franchir 1,4515 pour envisager donc le câble remonter davantage. L'USD Yen se replie, mais forcément, c'est pas la meilleure paire en dollars pour la baisse du dollar US. Pourquoi? Parce que le yen est sous pression du fait aussi de cette politique monétaire, de cette approche beaucoup plus modérée de la Fed. C'est pour ça que le yen est plutôt faible et que l'USD Yen baisse moins vite que ne remonte l'euro dollar par exemple. Cependant, sur le plan technique, l'USD Yen est quand même bien parti pour revenir chercher les 111. Et pour gérer son risque, imaginons que vous souhaitiez adopter une stratégie de trading, eh bien vous avez à votre disposition le plus haut du chandelier journalier du jour, ou sinon la moyenne mobile à 20 jours qui est propre ici, et qui attrape derrière le plus haut du jour. Et on a aussi hier une structure en avalement baissier D1. J'en calcule tout de suite l'objectif théorique avec les expansions de Fibo. Et ça donne deux cibles. Laissez-moi juste zoomer dessus pour les avoir. 111,87 et 111,42. Et pour gérer son risque, c'est 112,80 le plus haut du jour et la même 20. Donc voilà, ça c'est propre aussi. Bon, le Rodol, je le surveille, hein, on va pas le lâcher des yeux. Alors, les autres paires majeures. La UD-USD, c'est toujours bien orienté, soutenu par cette divergence haussière cachée, ça suit son rythme. Pas de cassure intraday des sommets du 18 mars, mais je pense que ça va intervenir.
je n'ai pas un scénario d'échec sous cette résistance. Je vous ai montré tout à l'heure les données de positionnement des traders particuliers sur l'euro-dollar, c'est exactement le même topo sur l'AUD-USD. Les tout derniers chandeliers positifs ont vu l'explosion des positions short, donc forcément là aussi ça va dans le sens de davantage de hausse. Par contre, un œil sur l'AUD-NZD, qui est uniquement la fraction AUD-USD, NZD-USD. L'AUD-NZD, il n'existe pas tout seul, c'est AUD-USD, NZD-USD. Il recule depuis une résistance. Le fait de voir l'AUD-NZD échouer sous 1,1370 est un signal technique qui indique non pas que l'AUD-USD va baisser et le NZD-USD monter, mais vu la configuration du dollar, que les deux taux de change vont progresser, mais que le NZD-USD progressera plus rapidement. Attention tout de même, honnêtement, pas la peine de se précipiter sur le NZD-USD. Le chandelier des 1, patienter, ce soir, enregistrer une belle cassure des 68-73 et dès demain, profiter du premier pullback, du premier retracement, qui ne sera pas forcément précisément sur 68-70, mais qui peut se faire sur 69, 0,69 $. Et derrière, on vise donc cette résistance chartiste qui se trouve à 71-61 $. L'USD CAD réintègre MM20 jours. D'ailleurs, le point commun en termes d'indicateurs de tendance entre l'USD Yen et l'USD CAD, c'est des divergences baissières cachées en D1 sur le RSI et la réintégration de MM20 jours. On peut donc utiliser la moyenne mobile simple à 20 jours comme une résistance dynamique à la fois sur l'USD CAD et sur l'USD Yen. Résistance dynamique pour, par exemple, gérer son risque financier. Donc vous avez bien compris ce que ça signifie. Et envisager une retombée de l'USD Yen vers 111 et une retombée de l'USD CAD vers 1,2922. Derrière, 1,2922 en cassure, ça nous donne du 1,2850. Et 1,2850 par contre, franchement c'est un gros niveau. Ce sera probablement un niveau qui interrompra la stratégie de vente de moyen terme, qui là donc se reprend grâce à la faiblesse du dollar US. Alors, voilà pour l'euro-dollar et toutes les paires majeures. D'abord, quelques questions. Ensuite, je vais... Alors, AUD-USD et USD-Yen, on en a parlé. Sur l'AUD-USD, vous avez maintenant un nouveau support qui est le point de cassure en fait de cette oblique, c'est 0,76. Voilà, donc 0,76 $, c'est le nouveau support de l'AUD-USD pour envisager un dépassement des 76,80 et une remontée vers 77,30. 77,30 c'est la prochaine cible que j'ai, c'est une extension. Rappelez-vous à l'époque du double bottom, j'ai toujours gardé les extensions de Fibo, ça donne 0,7730. Voilà, ça peut être donc une prochaine cible sur le taux USD Yen. Alors, les indices boursiers. Les plus intéressants, et c'est d'ailleurs le cas depuis précisément le 1er mars, ce sont les indices US. Les indices US qui sont soutenus d'une part par le fait que ce sont les seuls indices boursiers qui n'ont jamais cassé de support majeur durant toute la phase de baisse de janvier-février. Ce sont les plus forts de manière générale. Et d'autre part, ils sont toujours soutenus par cette puissante tendance haussière, la baisse du dollar américain, qui leur donne plus de force. C'est comme en 2015 à l'envers, c'est-à-dire qu'en 2015, les indices boursiers de la zone euro étaient soutenus par le repli de l'euro-dollar, et bien en 2016, les indices boursiers US sont soutenus par la remontée de l'euro-dollar. Ce qui signifie que ici vous avez donc le SP500 qui rebondit sur son premier support ainsi que la moyenne mobile à 20 jours, et je pense que là on devrait assister à la poursuite de la remontée de ce marché parce que en fait les indices US sont maintenant en gain depuis le 1er janvier. Ils ont dépassé le point haut de la séance du 4 janvier. Le point haut de la séance du 4 janvier, c'était le point de décrochage. C'est la première séance de l'année le 4 janvier. Vous pouvez reprendre votre charte. De même que le Dow Jones, qui lui est en train de dépasser cette oblique de résistance. Il n'y a pas de div, il n'y a rien, c'est propre. Le RSI D1 rebondit sur 70, ce qui signifie que le momentum du marché
rebondit sur la barrière qui délimite la phase de marché où les séances de hausse sont en surreprésentation, c'est juste hyper haussier. Donc là, le dos, il est parti pour aller chercher tout d'abord les 17 720, mais 18 000 points, quoi. Voilà, ça sera la prochaine cible. Avec cette baisse du dollar US, je vise 18 000 sur le dos. Donc 17 977, mais bon, on devra aller chercher les 18 000. Et on a donc la moyenne mobile ici, qui est, voilà. En tout cas, de tous les indices boursiers, celui qui m'intéresse le plus sur le plan technique et du fait de l'approche intermarché, donc le rôle de la baisse du dollar US sur les indices US, c'est l'US 30. C'est l'indice qui m'intéresse le plus, c'est l'US 30. Voilà. En Europe, alors en Europe ça monte aussi, mais franchement, regardez l'Eurostock 50 depuis le 2 mars. C'est... Que faire là-dessus en swing? Franchement. Ça ressemble à rien ça sur le plan technique. C'est ni un triangle, ni un diamant, ni un rectangle. Alors tout de même, on a quand même des indices boursiers européens qui rebondissent à proximité de la MM 50 jours, qui est en train de prendre une pente haussière, donc eux aussi devraient profiter de la remontée de Wall Street. Intéressant de noter que le RSI D1 de l'Eurostoxx 50 prend appui sur 50, donc on reste dans un range haussier du point de vue du momentum, donc c'est positif. Là aussi, forcément, les indices européens vont profiter de la remontée de Wall Street. Le DAX s'essaye à nouveau à une cassure des 10 000 points. Bon, pourquoi pas réenvisager une remontée du DAX vers les sommets du 23 mars, mais honnêtement, c'est tout ce que je vais vous dire moi sur les indices européens. Parce que je n'arrive pas à évaluer dans quelle mesure la remontée de l'euro-dollar va les freiner. Et franchement, ça les freine tellement qu'ils seraient bien capables de rester en range et durablement. Notez quand même, pour ceux qui s'intéressent au GER30, en données journalières, le rôle qui a été parfait de la moyenne mobile à 20 jours. Parfaitement préservée, intacte. C'est elle que le marché achète depuis le 10 mars. MM 20 jours, c'est propre. MM 50 est en train de se retourner à la hausse. Donc oui, les marchés actions européens ne vont pas chuter si Wall Street monte, même si l'euro-dollar remonte. Par contre, ça va monter moins vite. C'est pour ça que si vous cherchez un candidat pour la poursuite de la hausse des indices boursiers, c'est l'US 30, le Dow Jones. Voilà, c'est lui qui m'intéresse le plus. Le CAC aussi, donc voit sa MM50 se retourner à la hausse, c'est pas mal, mais le CAC c'est pareil, hein, vous prenez le CAC depuis le 2 mars. Franchement, même si Wall Street remonte sur ses sommets historiques, je vois pas le CAC sortir de son range 4003-4005. 4003, 4550, 4580. On va rester à l'intérieur. Donc l'Europe reste dans une congestion latérale, assez informe d'ailleurs sur le plan chartiste. Par contre, aux US, on prend tranquillement la direction des sommets historiques et des 18 000 points sur le dos. Le FTSE fait une superbe mèche basse sur son premier support à 6066. Lui aussi est dans un beau range, entre 6066 et 6237. On va remonter vers 6237, donc c'est comme voir un DAX aller rechercher les 10 136. On va y aller, tout comme on va aller chercher les 6237, mais c'est pareil, le FTSE peut rester dans un range. Je regarde vite fait le DAX en horaire. Mais si vous croyez, après vous n'êtes pas obligé d'y croire, dans un scénario de remontée de l'euro-dollar, et que vous cherchez un trade à faire équivalent sur un indice boursier, il faut aller du côté de l'US 30. Du côté de l'US 30. Il remontera plus rapidement que ne remontera le DAX, du fait du recul du dollar américain. Le Bund et ensuite les matières premières, mais les matières premières, je pense que vous êtes au fait des choses, on va parler de l'once d'or. Le Bund c'est haussier.
Les taux obligataires en baisse aux États-Unis agissent sur ceux de l'Allemagne fédérale. Objectif atteint, je vous ai proposé depuis 2 semaines cette cible à 163,78 depuis le rebond du Bund sur ses précédents sommets de 2015. Franchement, on est parti pour les casser. Donc derrière, je vous propose un nouvel objectif de hausse sur le Bund qui se situe à 164,75. Voilà, ce sera la nouvelle cible, 164,75 sur le Bund, avec un support à 162,18 et un support un peu plus proche. Ah, je vais le placer, hop, à 163. Voilà. Pour gérer votre risque, si vous êtes toujours à l'achat maintenant, vous pouvez remonter les stops sous 163 avec une nouvelle cible à 164,75. Alors, les autres taux de change. Alors, l'enquête ADP aura un impact fort sur le FX, on va la suivre tout à l'heure, c'est à 14h15, ça c'est important. Alors Gilles, bonjour, chez nous, alors qu'entendez-vous par chez nous? En fait, tout dépend sur sur quel créneau horaire vous êtes. Par exemple, le chandelier H4, il clôture à 15h à Paris. Mais à 15h, quelle heure est-il à Londres? Bon, bah, il est 14h. Donc à Londres, c'est 14h. Mais chez nous, c'est 15. En fait, c'est pas un enjeu, c'est pas un problème, ces histoires de clôture de chandelier. Peu importe. Trader la clôture du créneau horaire du lieu de votre activité de trading. Puisque le chandelier H4 de 15h à Paris, bah, ça fait 9h aux États-Unis. Et encore, sur la côte Est. Et ça n'a rien à voir si vous tradez en Californie. Peu importe, je dirais peu importe. Le message de l'analyse technique ne changera pas. Utilisez la clôture des bougies japonaises du créneau horaire de votre lieu de trading. Voilà, en l'état, c'est comme ça qu'il faut procéder. Sans se prendre davantage la tête. Euro-yen, alors bon, les paires en yen, il n'y a pas grand chose à dire. L'USD-yen se replie, mais c'est surtout l'USD qui est sous pression. L'euro-yen c'est haussier, l'euro est haussier, le yen est sous pression. Alors rappelez-vous, à l'époque, on avait envisagé une stratégie d'achat de l'euro-yen sur 125 pour viser 127. On y est. Est-ce que cela peut se prolonger? Je pense que oui, parce que l'euro est fort. L'euro est fort, j'ai un cours de clôture ici à 126,80 et que le yen est sous pression de la remontée des indices boursiers de la zone euro avec cette nouvelle approche accommodante de la Fed. Donc l'euro yen reste haussier. Après c'est pas non plus énorme, mais qu'est-ce qu'on peut envisager? Écoutez, il y a un nouveau support à 126,80. Tant qu'on le tient, c'est 126,80. Moi je prends bêtement le prochain niveau horizontal, 128,17. 128,17, potentiellement un niveau que pourrait aller chercher l'euro yen, qui donc progresse dans le sens, au fond, de Wall Street. Depuis le 1er mars, le yen, lorsqu'il est contrepartie d'une devise forte, suit énormément les indices boursiers américains. Ce qui n'est pas le cas de l'USD yen, parce qu'il est contrepartie d'une devise qui est faible depuis la fin du mois de janvier. Et de rien, Gilles. Alors, est-ce que l'USD peut accélérer avec le marché US? Alors, mécaniquement, il y aura en effet un regain de vol sur le dollar US. Le dollar US, l'enjeu technique pour lui, c'est de basculer sous les points bas du 12 mars. C'est 11 850. Voilà. Cette semaine sera importante parce que nous sommes en train d'effacer la semaine de retracement haussier de la semaine dernière. Maintenant, ça va jouer avec l'ADP et le rapport NFP. Si cela enfonce davantage le dollar US, oui, clairement, moi j'envisagerais 11 634 ici sur l'US dollar index de FXM. Et voilà, ça c'est la zone que je surveille sur l'euro dollar, 1,1280, 1,1290. MM 24 heures
qui va recroiser prochainement MM 54 heures. La dernière fois que c'est arrivé, c'était le 7 mars, hein, quelques jours avant la Banque Centrale Européenne. Là, c'est une bonne chose, donc je vais surveiller ce croisement en H4. Commencer à tracer aussi quelques lignes de tendance. Bon, là, ça va être difficile d'en tracer, celle-là est beaucoup trop large. Là, je surveille MM 20 heures. Et cette toute première zone d'intérêt, 1,1280, 1,1290. Alors, l'enquête ADP sera à 14h15. Comme d'habitude, on retrouve le décalage habituel avec les États-Unis. Le consensus n'est pas exceptionnel. 194 000 créations d'emplois, moins donc que le chiffre précédent. N'oubliez pas aussi à 16h30 les stocks de pétrole et notamment les stocks d'essence qui impactent le pétrole. Je ne vois pas davantage de questions, donc je vous remercie d'en avoir posé. Je serai avec vous à 14h15 pour les conséquences de l'ADP sur le FX. Et forcément, on se concentrera sur l'euro-dollar, les paires majeures en dollars, les indices, le gold et en fait, concrètement, tous les actifs qui vous intéressent en fonction des questions que vous laisserez dans la section commentaires. Merci à tous, bon appétit et à tout à l'heure 14h15.